Je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation et pour l'organisation. Moi non plus, je ne suis pas quelqu'un qui a pu travailler avec Emmanuel Leroy-Ladurie, mais je pense que le premier livre de climatologie que j'ai acheté, c'est l'édition poche du climat depuis l'an 1000, à la fin des années 80. Donc je pense que ça m'a inspiré aussi, directement ou indirectement. Comme on vient de le dire, je vais continuer dans la même ligne des concepts qui ont déjà été introduits par les orateurs précédents. Mais avant de passer au dernier millénaire, je voudrais revenir sur les quelques dernières années. Et donc, en particulier, c'était une image que j'avais sélectionnée pour une conférence que je devais donner au mois de mars cette année. Et on voit ici les températures de l'océan entre 60 sud et 60 nord, donc pratiquement toute la Terre, sur différentes années en gris et quelques années marquantes en couleur. Et on voit que en rouge, l'année 2023 a battu des records depuis le mois de mars et avril. Et depuis avril, on est resté au-dessus des records et 2024 commençait aussi avec des records battus. Et ça a continué maintenant, donc ça c'est la mise à jour des mêmes données. Donc maintenant on est un tout petit peu en dessous du record de 2023, mais on reste avec 2023 et 2024 qui sont bien plus élevés que toutes les années qu'on a pu observer avant. Donc là, on se dit ça colle bien avec l'idée d'un réchauffement climatique, mais si on prend l'hiver dernier, où j'aurais pu prendre cet été, en tout cas dans le nord de la France ou en Belgique, qui a été pas particulièrement chaud, on voit que cet hiver, dans le nord de l'Europe, on a battu des records de température avec moins 43 en Laponie, donc c'est à certains endroits la température la plus basse qui n'ait jamais été observée. Donc, on sait que d'un côté, on regarde un événement local et de l'autre côté, on regarde des températures globales, que ce n'est pas exactement la même chose, mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire, voilà, là on a vraiment une contribution des forçages externes, à partir de quel moment est-ce qu'on a plutôt de la variabilité interne? Et donc je voudrais revenir sur ces concepts de variabilité, mais en insistant un peu sur l'échelle régionale, et en particulier sur l'Europe. Et j'ai choisi de montrer des résultats sur les glaciers, sur les canicules et les sécheresses, parce que ce sont des phénomènes qui ont été observés au niveau climatique, mais aussi dans des enregistrements, en particulier par Emmanuel Leroy-Ladurie, et revenir sur le fait qu'on doit combiner les observations et les modèles, tout en gardant en tête qu'on peut avoir des choses différentes. J'aime bien cette vision en se disant que parfois on peut avoir deux conceptions de la même réalité qui est inconnue. Donc imaginez que vous avez un cylindre, mais vous ne pouvez pas l'observer. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez la lumière qui fait une ombre sur ce mur et la lumière sur l'autre. Eh bien, vous avez l'impression que là, on n'a pas un cylindre. Si vous prenez ce mur-ci, ce serait, par exemple, là, vous avez la vérité. Et ici, vous auriez ce que les modèles pourraient vous donner, par exemple. Vous n'avez pas une vision complète de la vérité, vous avez une vision qui n'est pas fausse, mais qui est partielle. Et une autre vision, c'est se dire, on a des observations qui elles-mêmes ne sont pas idéales. On pourrait dire, les observations, c'est la vérité. Oui, mais on ne peut pas observer tout. On ne peut pas observer tout le temps. Et donc, on a une vision différentes. Et si jamais vous vous dites simplement, les observations nous disent que la réalité c'est un cercle et les modèles nous disent que la réalité c'est un carré, première réaction, vous dites, non, les modèles sont mauvais, ils sont incomplets, ils sont biaisés, ils ont une résolution trop faible. Non, c'est vrai, comme c'est vrai que les observations sont imparfaites, et si on arrive à combiner les deux de manière idéale, on peut espérer avoir plus d'informations sur la même réalité. Donc ça, c'est une figure de mon collègue François Massonnet que je montre régulièrement, parce que je trouve que ça illustre de manière très imagée qu'on doit combiner les différentes observations. Donc là, qu'est-ce que c'est la variabilité naturelle? On en a déjà parlé. Donc la variabilité naturelle, elle inclut la variabilité purement interne, donc la variabilité qui sont dues à des processus internes, qui sont en général non prévisibles sur le long terme,
et la réponse au forçage naturel. Elle existe à toutes les échelles de temps. Si vous prenez l'explication qui est dans le dernier rapport du GIEC, donc pour expliquer est-ce que la variabilité naturelle a influencé le climat récent, ils illustrent ça en montrant une courbe qui est une estimation de l'effet combiné de la variabilité interne et de la réponse au forçage. Donc on voit des oscillations et une tendance à long terme qui, elle, serait la réponse au forçage anthropique, mais il y a une plage qui est due à la variabilité naturelle. Et donc ça, c'est à l'échelle annuelle, et suivant la fréquence à laquelle on regarde, si on filtre à 10 ans, on voit qu'on voit de mieux en mieux l'effet du forçage, et à 30 ans, on aura principalement l'effet du forçage. Donc c'est une manière d'illustrer les choses, mais qui marche bien à l'échelle globale. Ici, c'est la température globale. À l'échelle plus locale, c'est plus difficile. Mais si on revient quand même à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a déjà vu cette courbe ou l'équivalent plusieurs fois. On voit que les températures actuelles sont non observées plus en avant, mais est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passe ? Bien, une des manières de faire les choses, parce que l'avantage avec les modèles pour la détection, c'est qu'on peut faire des tests dans un monde qui n'existe pas. On peut se dire, voilà les températures sur les 150 dernières années qui est observée en noir. On peut essayer de la reproduire avec nos modèles. Donc là, on est dans un cas totalement indépendant, où on n'utilise pas du tout d'observation, on n'a qu'une estimation des forçages, on voit, si on regarde les modèles, ils nous disent qu'il y a de la variabilité naturelle, donc si on prend plusieurs modèles, plusieurs simulations, on peut avoir des résultats très légèrement différents, mais si on prend la gamme, on est en moyenne pas très loin des observations, et la gamme nous dit, oui, ça colle. Par contre, dans la réalité du modèle, on peut se dire, que serait-il passé si l'homme n'avait pas perturbé le climat ? Et donc, on regarde, on voit les températures, et là, la température ne monte pas, et même si on prend en compte toute la variabilité interne du système, on n'arrive pas à expliquer le réchauffement climatique. Et donc ça, c'est une des méthodes pour dire, regardez, si on prend en compte les forçages anthropiques, on arrive à expliquer les changements, si on ne les prend pas, on n'arrive pas à les expliquer. Donc, le réchauffement global, il est dû au forçage anthropique. Ça, c'est à l'échelle globale. On va se dire, oui, mais est-ce qu'on peut le faire à une échelle plus restreinte ? Donc la même figure ou la figure équivalente pour l'échelle de l'Europe et de l'Afrique du Nord, donc c'est la boîte ici sur la carte. On a grosso modo la même courbe des observations, la température monte. Si on prend en compte les forçages anthropiques, on voit qu'on arrive à reproduire ce réchauffement, et si on ne les prend pas en compte, on n'arrive pas à reproduire. Et là, les deux courbes ici, en vert plus clair, montrent la gamme de la variabilité naturelle, et on voit que, non. On ne peut pas même ça expliquer par un événement extraordinaire au point de vue de la variabilité naturelle. Ça se complique encore plus si maintenant on prend les précipitations. Donc si on regarde les précipitations globales, on voit principalement des fluctuations. Il n'y a pas un signal global au niveau des précipitations très facilement mesurable. On voit une augmentation très légère si on prend en compte les forçages naturels par rapport aux forçages anthropiques, mais la variabilité interne est énorme. On pourrait se dire, oui, mais les précipitations, elles sont moins homogènes que la température, les changements sont moins homogènes, mais même si on prend la zone polaire, 60-90 nord, où là on s'attend à une augmentation très forte ou plus forte, on voit, oui, effectivement, qu'il y a une augmentation dans les modèles si on prend en compte les forçages anthropiques. Mais si on regarde les fluctuations, oui, il y a beaucoup de fluctuations. Et est-ce que ça colle par rapport à la variabilité naturelle ? On est peut-être un tout petit peu en dehors déjà, mais on voit que c'est beaucoup moins précis. Donc, c'est important dans ce cadre-là d'avoir une bonne estimation de la variabilité naturelle. Et c'est encore plus important si on regarde les événements extrêmes. Donc, quand on prend une synthèse générale qui vient toujours du rapport du GIEC, on voit que plus la température augmente, donc ça c'est par rapport à la période préindustrielle de référence, on est maintenant avec un réchauffement d'1 degré, même un petit peu plus, donc à différents degrés de réchauffement, on voit que la probabilité d'avoir des événements extrêmes avec des très fortes précipitations, elle augmente petit à petit. Mais si on prend un cas précis, donc en Belgique, on a eu des inondations catastrophiques en juillet 2021 qui ont fait des dizaines de morts. Il y a une analyse pour pouvoir se dire, est-ce que cet événement est lié au changement climatique ?
La première étude nous dit que dans les conditions actuelles, un événement de ce type est attendu tous les 400 ans. Donc ça reste un événement extrêmement rare, mais vous voyez comme moi aussi, bon, un événement tous les 400 ans, comment est-ce qu'on peut mettre dans la même phrase conditions actuelles, événement tous les 400 ans, dans un climat changeant, en se basant sur des données ici uniquement sur les 2 derniers siècles. Donc on a une extrapolation, c'est fait avec les meilleures méthodes statistiques possibles, mais ça reste une extrapolation, donc c'est quand même beaucoup moins précis que s'il y avait des séries plus longues. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, le changement climatique a déjà eu un effet de manière générale, mais la probabilité d'un événement a augmenté de 1,2 et 9 en raison du changement climatique. Donc on a détecté un effet du changement climatique, mais vous voyez comme moi que entre 1,2 et 9, la certitude reste énorme pour pouvoir se dire, bah oui, est-ce que ça a augmenté 9, est-ce que c'est 9 fois plus probable ou est-ce que c'est juste 1,2 fois plus probable d'avoir un événement de cette amplitude? D'où l'importance de passer et d'étudier la variabilité naturelle. On peut aussi se dire, bon, voilà les événements extrêmes, la variabilité interne, c'est important pour le passé, dans le futur, on n'aura que la variabilité, ça va vraiment être dominé par la variabilité anthropique. Ce qui est vrai, on va avoir un réchauffement, mais on a déjà parlé plusieurs fois de différents ensembles. Ici, c'est un exercice qui a été réalisé aux États-Unis avec exactement le même modèle. Ils ont lancé 28 fois, enfin ils ont lancé plus que ça, mais ici c'est 28 membres du modèle, où c'est exactement la même configuration, le même modèle, le même forçage, mais simplement une petite perturbation fait qu'on a différents futurs possibles, différentes réalisations de la variabilité interne. Et ici, la moyenne d'ensemble, elle nous dit, voilà en moyenne ce que donne le modèle comme réaction au forçage, et on voit effectivement que on prend le réchauffement ici, donc c'est le réchauffement en degrés par décennie sur les 50 prochaines années, donc ce n'est pas non plus un événement à très courte période. Et on voit que, bah oui, l'Europe va se réchauffer dans la plupart des cas, mais on voit quand même qu'à l'échelle de 50 ans, on peut avoir des cas comme l'exemple 28 où on a un réchauffement vraiment très élevé en hiver sur toute l'Europe, et vous prenez un cas comme le 18 où finalement l'Angleterre ou même l'Islande, elles ne vont pas se réchauffer ou pratiquement pas. Enfin, c'est plutôt l'Écosse ici que l'Angleterre. J'espère que je n'ai choqué personne. La variabilité, c'est aussi important pour les précipitations. Donc, toujours en hiver, si on regarde ce à quoi on s'attend, et c'est le message général qu'on donne, une zone méditerranéenne en hiver qui va être plus sèche, une zone des hautes latitudes qui va être plus humide. Mais si on prend vraiment une réalisation possible, c'est possible que ce phénomène-là soit très exacerbé dans certains cas, avec vraiment des contrastes encore plus forts. Mais on prend par exemple l'exemple 24, si celui-là se passe, toute la façade atlantique serait plus humide. L'humidité aurait tendance à augmenter, les précipitations d'hiver auraient tendance à augmenter en moyenne sur cette période-là. Donc on voit que la variabilité interne, elle est vraiment importante. Et là, on voit aussi, un des soucis de ce genre de simulation, c'est des résultats qui sont basés uniquement sur des modèles. Donc voilà la réalité ou les estimations pour le futur d'un modèle, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que ce modèle-là a la bonne gamme de variabilité? Est-ce que ce modèle sous-estime la variabilité interne et en fait on pourrait avoir des cas bien plus extrêmes avec des augmentations partout, ou au contraire, est-ce qu'il surestime cette variabilité et se dire, non, en gros, dans tous les cas, on sera dans cette situation-là. Donc c'est important d'étudier la variabilité interne à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, voire du siècle, pour pouvoir justement se dire, en plus du réchauffement climatique qui est avéré, est-ce que la variabilité naturelle va l'amplifier ou est-ce qu'elle va, à certains moments, pouvoir l'atténuer? Et beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. On a parlé de l'assimilation de données. Donc, qu'est-ce que c'est l'assimilation de données? C'est simplement guider le modèle pour arriver à suivre les observations. Et dans cet exemple-ci, ce qu'on a fait, c'est comparer une période relativement chaude, la période médiévale chaude, et le petit âge glaciaire. Et on voit que si on regarde une reconstruction, grosso modo, on a souvent du rouge ou des couleurs plus chaudes qui montrent que beaucoup de zones étaient plus chaudes à l'époque médiévale qu'à la période
du petit âge de glace, mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, dans les reconstructions ici, on voit que certaines zones au centre de l'Asie ou même de l'Amérique se réchauffent beaucoup moins, avec des pics, par exemple, ici. Et on voit que si on assimile les données, on n'arrive pas exactement à la même chose, parce que les données et même les reconstructions ne sont pas parfaites, et donc, mais on voit qu'on arrive à reproduire les grandes tendances. Et à partir de là, on peut expliquer pourquoi le modèle se comporte de cette manière-là. Et c'est une manière de pouvoir revenir avec une comparaison entre les modèles et les observations. Donc ça, c'est ce que ferait le modèle spontanément si on n'avait pas de données. Donc ça, c'est la contribution du forçage naturel et des forçages anthropiques. On voit qu'on a un réchauffement, mais il n'est pas parfait. On peut estimer par différentes techniques aussi la contribution des forçages qui pourraient être manquants, parce que les estimations pour le forçage volcanique ne sont pas parfaites et le modèle lui-même ne réagit pas de manière parfaite au forçage. Donc on augmente un peu le réchauffement, mais vous voyez que ce n'est pas la contribution la plus importante. Et on peut aussi estimer les processus qui sont liés à la variabilité de la circulation atmosphérique que ce modèle, par exemple, ne reproduit pas ou très mal. Et donc, on peut essayer de dire il faudrait, pour recoller plus aux observations, avoir des circulations atmosphériques plus élevées. Donc ici, on a en gros une mesure de la pression de surface qui dit qu'entre les deux périodes, on a eu une ondulation des vents d'ouest qui fait qu'on a amené un réchauffement sur les continents et un refroidissement sur les océans qui permet d'expliquer bien mieux les éléments. Et c'est une tendance qui est assez générale où ces changements de circulation qui sont très importants sont parfois mal reproduits dans les modèles. Est-ce que c'est parce que c'est lié à la variabilité interne? Est-ce que c'est lié à la variabilité, à la réponse au forçage? Ce sont beaucoup de questions qui restent encore à étudier. Maintenant, si on revient encore plus spécifiquement sur l'Europe, donc le premier exemple que j'avais choisi de montrer, c'est l'évolution des glaciers alpins au cours du dernier millénaire. On a déjà vu des illustrations de glaciers. Les images que j'ai choisi de montrer, c'est pour le glacier de Grindelwald, donc le glacier inférieur. Donc au départ, ce sont deux peintures. Donc on voit la vallée avec la langue glaciaire qui est bien avancée dans la vallée en fonction du temps, à différents endroits en fonction du temps. Et si on prend la première photo qui est disponible en 1858, on voit le village ou une partie du village ici, et vraiment la langue de glace qui avance vers le village. Et ça, c'est une illustration, une photo prise plus ou moins, pratiquement au même endroit en 2019. Bien, qu'est-ce qu'on voit? Plus de glace du tout. On voit toute la vallée ici qui est vide de glace, avec les glaciers qui sont remontés de plusieurs centaines de mètres. Le souci ou l'intérêt des glaciers, c'est que ce sont des enregistrements précieux des changements passés, mais ils réagissent à la fois à la température, aux précipitations, mais ils sont aussi fonction de la géométrie locale. On peut très bien avoir des accélérations de l'avancée et du recul du glacier qui sont plus conditions de la pente, par exemple, que de changements climatiques majeurs, ou en d'autres mots, un changement des températures et des précipitations peut avoir un très fort effet ou un très faible effet en fonction de la position exacte de la langue du glacier. Les glaciers ont aussi l'avantage d'intégrer le signal climatique sur des décennies, voire sur des siècles, ce qui veut dire qu'on peut avoir un effet sur le long terme et donc étudier les variations multidécennales. Ce qu'on a fait ici, c'est se dire, on a des résultats de modèles climatiques, mais on a aussi des modèles de glaciers qui existent. On en a sélectionné un et on se dit, est-ce qu'on arrivera à reproduire les observations de longueur de glacier si on force un modèle de glacier par les résultats de modèles climatiques? Donc là, je vais parler à nouveau de l'Europe. Donc ce ne sont pas les mêmes modèles que ceux qui ont été montrés dans la présentation précédente, c'est la génération précédente.
C'est une reconstruction, et en noir, on a une reconstruction pour l'Europe, où on a l'évolution classique des températures avec des fluctuations, des périodes relativement chaudes au sein de la période médiévale, des périodes relativement froides un peu plus tard, mais bon, de grandes fluctuations. Et si on regarde tous les modèles comme ça, par rapport aux observations, on a tendance à se dire, bon, oui, il y a beaucoup de variabilité naturelle, les modèles sont différents, mais on ne voit pas forcément les différences facilement. Après, on peut faire des analyses plus poussées que juste regarder, mais une manière de les différencier aussi est de se dire, si je force un modèle de glacier, est-ce qu'on va avoir le même comportement? Et on voit que non. Donc ici, ce sont 5 glaciers des Alpes, certains dont on a déjà parlé, d'autres peut-être pas, pour lesquels on a des observations de la longueur du glacier qui remontent à plusieurs siècles. Donc c'est des compilations de longueur de glacier qui permettent d'avoir pratiquement de manière continue une estimation de la position du glacier, au moins pour certains pour plus de 400 ans. Après, les observations sont moins continues. Donc ici, on avait choisi de montrer uniquement les observations continues. Et on voit que les modèles ne sont pas toujours parfaits, mais on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils soient capables, vu leur résolution relativement grossière, de reproduire tous les détails. Mais on voit aussi qu'ils sont assez contrastés, où certains modèles n'ont presque pas de fluctuation avant une chute rapide, d'autres ont une évolution relativement forte et continue, certaines avec des accélérations. Donc on voit qu'ils sont différents les uns des autres. Et si plutôt que de prendre 5 glaciers, on prend les 71 glaciers pour lesquels on a des observations continues, on peut regarder la longueur en valeur absolue, et on voit que là, la plupart des modèles, si on prend les longueurs en valeur absolue, la plupart des modèles ont tendance à sous-estimer l'avancée, c'est-à-dire que les modèles ont une avancée plus ou moins graduelle, alors qu'on sait que les glaciers ont augmenté un peu plus rapidement, et puis après, il y a eu des fluctuations, mais on n'a pas eu une tendance du XVIe jusqu'au XIXe siècle à l'augmentation. Donc la plupart des modèles vont dans cette gamme-là, avant la chute récente, mais il faut faire attention parce que, évidemment, les longueurs absolues, ça a été influencé principalement par les glaciers les plus longs. Si un glacier est court, forcément, il aura des fluctuations plus faibles. Donc on a regardé aussi les avancées relatives, où on a simplement divisé les changements de longueur par la longueur du glacier. Et on voit là que le problème est un petit peu moins fort, mais il reste quand même présent, où les modèles ont tendance, sauf un, à sous-estimer ce plateau, en quelque sorte, avec des fluctuations, mais une longueur de glace très importante sur toute cette période. Donc on voit des soucis dans certains modèles, mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin et se dire, utiliser en quelque sorte les glaciers pour valider les modèles? Donc là, c'est tous les modèles l'un derrière l'autre, et ce qu'on a fait, c'est simplement regarder la différence de longueur entre les glaciers. Les courbes rouges et noires, c'est simplement 2 manières différentes de faire la moyenne, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Entre la fin du XXe siècle et la période médiévale, juste avant le réchauffement. Et on voit que le modèle ici, CESM, il donne la gamme de variabilité naturelle. Les autres ici n'avaient qu'un seul membre. Il y a une gamme de variabilité naturelle importante, mais ce modèle sous-estime systématiquement l'avancée des glaciers. Les autres modèles se rapprochent plus, mais on voit que, malgré tout, ils ont tendance à sous-estimer l'avancée des glaciers, mais ce n'est pas le cas de tous. On pourrait se dire, mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ces modèles sous-estiment l'avancée des glaciers? Bien, on voit que, en tout cas, dans la manière dont évoluent les modèles, les glaciers sont principalement sensibles à la température. Normalement, on sait que les glaciers sont sensibles à la température et aux précipitations. Pour les glaciers alpins, dans les simulations ici, c'est principalement la température qui joue. Et même si c'est difficile d'avoir une relation statistique parfaite, ce sont différents modèles, on voit grosso modo que plus un modèle
simule un réchauffement important sur la période, sur les 2 derniers siècles, plus les glaciers reculent, ce qui est totalement logique. Et donc le modèle un des modèles qui simule un réchauffement très faible, il a aussi un recul très faible. Et ici en noir, on a les observations qui se situent grosso modo sur la ligne, qui montrent en quelque sorte la sensibilité des glaciers à la température. Et voilà l'évolution. Donc, en conclusion, on peut utiliser par cette comparaison, spécifiquement ici pour les glaciers, mais on aurait pu utiliser d'autres exemples, pour tester les modèles. Donc ça, c'est la manière la plus classique. On peut aussi venir sur des réanalyses. Donc les réanalyses, c'est une manière d'utiliser les observations, les combiner avec des observations. Donc les réanalyses sont basées sur l'assimilation de données pour avoir la meilleure estimation possible du système. Les réanalyses pour la période actuelle, donc ça c'est une réanalyse qui est réalisée au Centre européen pour les prévisions météorologiques, elles sont tellement précises que pour la plupart des gens, quand on leur montre une réanalyse, ils disent c'est les observations. Ce sont des observations combinées au modèle. Mais pour vous donner une différence, dans les réanalyses modernes, avec les satellites, ils utilisent tous les jours des millions d'observations. On a vu qu'en paléoclimatologie, ou qu'on remonte plus loin dans le passé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on est limité dans le temps. Donc les réanalyses basées sur les observations, il y a une réanalyse, la réanalyse du Centre européen qui remonte grosso modo jusqu'en 1940. Certaines réanalyses uniquement basées sur des observations météorologiques vont un petit peu plus loin, jusque le 19e siècle. La réanalyse ici, en fait, remonte encore plus loin, mais les données, même en Europe, ne sont pas vraiment fiables pour les précipitations. Et il y a des réanalyses basées sur les observations, sur différents enregistrements. On a déjà parlé de Modera. Qu'est-ce qu'on montre ici? On montre un indice de sécheresse, qui est le SPEI dont on a déjà parlé ce matin. Donc c'est l'intégrale, la somme des précipitations moins l'évaporation. Ce n'est pas la même région, ici ce n'est pas le bassin parisien. Nous on est biaisé, c'est la Belgique et un petit peu ce qui vient autour, parce que quand on regarde la Belgique, on a du mal à faire une boîte juste sur la Belgique, sinon elle est souvent trop petite pour avoir des conclusions et assez d'observations. Mais qu'est-ce qu'on voit? Si vous prenez la plupart des discussions dans les médias, on parle des sécheresses qu'on a eues en Belgique en tout cas. On a eu des sécheresses très régulières depuis 2015, en 2018, en 2022. Et on voit ici en rouge des périodes avec beaucoup de sécheresses. Et on voit par contre que jusque 1976, ici, avant on n'a eu pas beaucoup de sécheresses, encore avant. Mais si on remonte plus loin, dans les années, fin des années 40, début des années 50, on a eu aussi une période avec énormément de sécheresse. Donc là, évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que ces sécheresses-là sont les mêmes que les sécheresses actuelles? Est-ce que ici, c'était plus influencé par la variabilité naturelle et c'était exceptionnel d'en avoir autant, alors que maintenant, on voit plus une variabilité naturelle, on voit plus l'effet anthropique? Ce sont des questions évidemment très importantes, vu l'impact qu'ont les sécheresses. Si on prend maintenant la réanalyse qui va un tout petit peu plus loin, on voit qu'il y en a eu beaucoup ici, et cette période a l'air vraiment anormale, même par rapport au reste, par rapport au début du siècle. Et si on prend les sécheresses les plus intenses, on voit que dans cette réanalyse, les sécheresses les plus intenses, c'est principalement 47 jusqu'en 1976, que même les sécheresses récentes, il n'y en a aucune qui sort du lot. Dans la réanalyse un tout petit peu plus longue, on voit apparaître les mêmes sécheresses, mais si 76 ou d'autres sécheresses restent importantes, d'autres ressortent aussi. Donc on voit, par exemple, autour des années 1850, ici aussi, des sécheresses. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en perspective et à quoi est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Elles peuvent aussi nous apporter des informations sur la circulation atmosphérique aux sécheresses. Et ça, c'est basé toujours sur les observations météorologiques. On voit qu'on a des circulations différentes pour les sécheresses d'été, de printemps ou d'hiver, où en hiver, la sécheresse elle est plutôt associée à l'oscillation nord-atlantique dont Myriam a parlé. Donc ici, c'est à nouveau la hauteur géopotentielle, mais c'est le même message que la pression de surface. Donc pourquoi est-ce qu'on a des sécheresses sur la boîte ici de Belgique? C'est parce qu'on a moins de vents qui viennent de l'Atlantique. Et donc quand on a moins de vents qui viennent de l'Atlantique, on a moins de précipitations et on peut avoir une sécheresse en hiver.
C'est compensé en général par des vents qui viennent plutôt de l'Est. On appelle ça les vents qui viennent de Sibérie, même si c'est quand même un petit peu plus loin. Mais c'est en général des vents très froids et très secs. Par contre, en été, on voit que c'est plutôt associé à des hautes pressions sur la Belgique, en se disant, ben voilà, que c'est vraiment les conditions de haute pression. Ben, quand on vous parle que la Belgique ou la France est dans une situation anticyclonique, il fait beau, il fait chaud, et c'est donc ce qui se passe. Mais c'est intéressant de se dire que est-ce que ces modes atmosphériques qui sont associés aux sécheresses ou même aux sécheresses extrêmes, est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu mesurer dans le passé? Et si on prend la reconstruction, de différentes reconstructions pour l'Europe de l'Ouest, le graphique ici utilise beaucoup de données, dont certaines qui sont probablement biaisées. Et d'ailleurs, toutes les reconstructions ne sont pas utiles ou ne sont pas faites avec le même objectif. Donc parfois, même les réanalyses ou même les résultats, il faut toujours faire attention à ce qu'on peut utiliser. Mais on voit de très fortes fluctuations. Et dans les différentes reconstructions, donc certaines sont basées, ça c'est une nouvelle d'une étudiante qui est en préparation, donc bientôt elle sera disponible aussi. Donc on voit des fluctuations, mais si on prend vraiment à cette échelle-là, on a principalement des fluctuations. Donc ici c'est basé uniquement sur des observations, donc on a uniquement des observations. Ici, 3 reconstructions basées sur de la simulation de données. Donc on voit des différences, et si on regarde vraiment à basse fréquence, on n'a pas un accord, même sur des zones relativement connues, on n'a pas un accord parfait, donc on voit qu'on a encore du travail. C'est plus facile en fait sur les températures, donc même si là aussi on voit que l'amplitude peut changer, on voit que sur les températures, les différentes reconstructions collent sur le réchauffement, ont des fluctuations, mais peuvent parfois être un petit peu décalées. Donc vous voyez que cette reconstruction a un réchauffement plus important. La reconstruction en noir ici, elle modère plus le réchauffement durant cet épisode qui pourrait avoir été particulièrement chaud au XIIIe siècle, à la fin du XIIe siècle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour cela? Bien, ici, dans cet exercice, on s'est amusé à regarder quelques années qui avaient été considérées dans les annales comme particulièrement chaudes et particulièrement sèches. Enfin, celle-ci, elle était basée plus sur les résultats de modèles, donc c'est vraiment là une année chaude au niveau du XIIe siècle, et on voit que c'est vraiment une situation où il a fait très chaud sur toute l'Europe, sauf l'Angleterre, avec des températures surface élevées, un indice de sécheresse très négatif, donc où là on voit que c'était des sécheresses, et on voit que par rapport aux cartes précédentes, cette année particulière, c'était plutôt des pressions élevées sur une partie est de l'Europe. L'année 1420, qui elle a été mise en avant comme une année particulièrement chaude et impactante dans les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc on peut avoir une reconstruction pour cette année. Et là, on voit un mode un petit peu différent, où c'est une sécheresse forte, mais pas avec des températures aussi élevées, et étonnamment, je n'ai pas regardé plus en détail, des changements de pression de surface qui n'étaient pas si forts que ça pour cette période de l'année, mais c'est une sécheresse qui était plus Méditerranée européenne et moins de sécheresse sur le nord de l'Europe. Une autre année qui était considérée comme très très chaude, c'est l'année 1540. Enfin, on peut s'amuser comme ça sur beaucoup d'années, où là on voit aussi que c'est une année avec des températures élevées et une haute pression aussi centrée sur l'Europe. Donc, allez, juste pour le plaisir, on peut aussi montrer 1726, où là, elle est pratiquement similaire à une sécheresse à une des années précédentes, mais cette fois-ci, c'est plutôt le nord de l'Europe. Donc, on a différentes sortes de sécheresses, et une des perspectives est aussi de se dire, finalement, si on avait des circulations atmosphériques de ce type-là, on avait un extrême météorologique ou des conditions météorologiques extrêmes. Dans les conditions actuelles avec le réchauffement, qu'est-ce que ça entraînerait? Donc c'est une approche
le terme anglais, je ne suis pas sûr qu'on ait en une traduction en français, ça s'appelle la storyline, donc une ligne, une histoire. On se dit, mais que se passerait-il si on avait cette circulation atmosphérique totalement bloquée maintenant, avec une très haute pression qui se maintient durant plusieurs mois, peut-être pas en continu, mais en moyenne sur l'Europe? Est-ce qu'on aurait encore des températures plus extrêmes? Quel serait le genre de situation à laquelle on pourrait s'attendre? Donc, en conclusion, on voit que l'activité humaine est responsable du réchauffement récent, mais la variabilité naturelle peut jouer un rôle important, que ce soit à l'échelle interannuelle, et ça c'est quelque chose qu'on a tous en tête, se dire qu'il y a des années chaudes, il y a des années froides, mais aussi à l'échelle multidécennale, si on regarde l'échelle de l'Europe. Donc peut-être qu'à l'échelle globale, c'est plus négligeable, on a des fluctuations sans doute beaucoup plus faibles, mais si on regarde une région comme l'Europe, ce qui est forcément important pour s'adapter, il faut toujours prendre en compte le fait qu'on aura toujours des variations multidécennales qui restent mal connues, et la paléoclimatologie, l'analyse de différents enregistrements, qu'ils soient basés sur des documents ou sur des archives naturelles, est importante pour comprendre cette variabilité multidécennale, à la fois pour améliorer les modèles, mais aussi pour se dire, regardez, voilà ce qui est possible dans le futur. La variabilité des sécheresses, elle est très grande, et l'impact des activités humaines est plus difficile à détecter que pour les températures, ce qui les rend encore plus importantes ce qui rend encore l'étude des variations passées plus importante, parce qu'il faut pouvoir mettre en contexte tout ce qu'on voit maintenant pour éviter d'avoir des conclusions trop hâtives, mais aussi pour éviter de se dire « Ah, attention, ceci ne pourrait pas arriver si on pourrait peut-être avoir encore des choses encore plus exceptionnelles », et ça s'est passé dans le passé. Et donc, voilà, les derniers siècles, c'est vraiment encore maintenant, et c'est un domaine de recherche important pour pouvoir justement répondre à ces questions-là. Merci beaucoup pour votre attention.